j'aimerais vous aider à savoir qui recruter en tant que profil tech. On peut, surtout si vous n'êtes pas tech, c'est pas forcément facile à comprendre, mais enfin à comprendre, à savoir s'il est compétent ou pas, mais souvent le savoir-être, vous pouvez totalement le deviner, mais pour ça il faut savoir ce qui matcherait avec vous. Donc j'ai noté deux profils, qui est l'innovateur qui va être un passionné, et le pilier qui va être une personne qui est extrêmement stable. Donc c'est des profils qui sont, il y en a beaucoup d'autres qui sont possibles bien sûr, mais c'est les deux qui sont vraiment aux opposés et qui matchent très très bien avec principalement un esprit startup et un esprit institutionnel. Selon quel niveau de scalabilité vous êtes rendu avec votre entreprise, vous n'avez pas cherché la même personne, ou ça dépend aussi du poste pour lequel vous le cherchez. Donc je vais vous les présenter, ça va vous donner beaucoup plus de pistes pour comprendre un peu plus comment ils fonctionnent et comment les trouver. Donc l'innovateur, comme je disais, c'est vraiment le passionné. C'est le profil typique en startup, au moins en esprit startup. C'est une personne qui est curieuse, adaptable, motivée et qui va adorer résoudre les problèmes. Il est crucial parce que sa flexibilité, elle est à tous les niveaux, quoi. Si vous le prenez pour un poste, finalement il y a un manque à droite, il va le faire, il va même pas se poser de questions. Euh, et donc, c'est des personnes sur qui vous allez pouvoir compter en cas de défi. J'allais dire en cas de crise, mais non, en cas de crise, ce ne sera pas forcément le meilleur profil. Enfin, ça dépend de la crise. Euh, les caractéristiques clés que vous allez avoir, c'est la curiosité. Alors, c'est une personne qui est, comme elle est passionnée, forcément, elle est toujours à la recherche d'idées pour des solutions. Il ne va pas s'arrêter à. Enfin, la plupart du temps. Alors, comme je dis, c'est aussi. Il y a des éléments comme ça qui vont. Ils vont pas tous matcher totalement, mais si vous en avez la grande majorité, clairement, vous êtes dans ce genre de profil. C'est une personne qui va chercher des solutions à des problèmes. Il ne va pas forcément s'arrêter à la première solution, et il va chercher à en trouver plusieurs pour pour déterminer la meilleure après coup. L'adaptabilité, c'est le fait d'être capable de pivoter en cas de retour du marché, des feedbacks que vous allez récupérer, et il peut faire un changement de direction. C'est, c'est rarement une personne qui a beaucoup d'ego sur ce qu'elle a produit. C'est-à-dire que si elle a fait quelque chose, mais que les clients n'en veulent pas, c'est pas grave. C'est là où beaucoup on peut avoir l'ego et avoir des problèmes. Là, ce genre de profil, ça peut être assez génial pour ça. Alors, ça veut pas dire qu'il va quand même avoir un petit ressenti, mais dans le fond, c'est pas grave. Ça peut changer, ça va changer, ce n'est que temporaire. Et pour le coup, c'est aussi des personnes qui sont assez résilientes. Ils sont capables de rebondir face aux échecs. Justement, si une fonctionnalité n'a pas fonctionné du tout, en tout cas n'est pas voulu par les clients, c'est pas grave. On passe à la suite, on avance et on avance et on avance. Le plus important finalement, c'est le chemin et pas les arrêts de bus, hein, pas les arrêts qu'on en fait en route. Et la multidisciplinarité, alors c'est assez important parce qu'on en revient côté startup. Souvent, quand vous arrivez dans une startup, vous êtes pris pour un poste et vous en faites plein d'autres. Ce genre de profil, c'est des personnes qui arrivent relativement facilement à travailler sur d'autres sujets que ceux où ils ont l'habitude. C'est pas dit qu'ils vont aimer ça, mais ils savent que pour avancer, il faut pouvoir en faire d'autres. Et souvent, ils vont aimer travailler avec un peu tout le monde, discuter un peu avec tout le monde. Moi, je sais que ça a souvent été mon profil, par exemple, vraiment travailler avec l'UX pour comprendre comment lui fonctionne, pour pouvoir mieux travailler ensemble, puis parler avec le market, puis parler avec la comptabilité, puis parler avec le business, puis parler avec le. C'est important d'avoir un peu des billes partout pour mieux travailler en fait au milieu, quoi. Et la motivation intrinsèque, bon, voilà, comme c'est motivé par passion, ça peut avoir un impact assez majeur, autant positivement que négativement. C'est une personne qui, si on arrive à la motiver, à lui donner des défis, à lui dire, regarde, là tu impactes le client, c'est génial, ça résout des problèmes qu'il a, sa motivation, enfin son rendement peut faire x4. Si au contraire, il a plus de défis, qu'on est en situation de crise et qu'il n'arrive pas à avoir de solution, enfin bref, là, pour le coup, son rendement, il peut être un peu divisé, ce qui veut dire qu'il n'est pas stable. Mais s'il est maintenu, il peut avoir un rendement qui est génial. Donc c'est pour ça que c'est génial dans des pôles d'innovation, dans des nouveaux projets, dans des nouveaux défis. C'est ce genre de profil que vous avez besoin. L'environnement de travail qu'il va adorer comme ça va être un environnement qui est genre dynamique, où il y a relativement peu de monde, ou alors aussi
multidisciplinarité, donc plein de disciplines différentes, plein de compétences différentes. Vous avez ce qu'on appelle des pôles innovation, où vous allez avoir, je sais pas, des UI, alors des UI, UI designers, des UX designers, donc user experience, user interface. Vous allez avoir je sais pas, un DevOps, vous allez avoir des architectes, vous allez avoir un peu toutes les disciplines rassemblées. Et ça, c'est un endroit qui est extrêmement stimulant pour ce genre de profil. La culture de l'exploitation, c'est faire des POC, des choses comme ça. Vous avez par exemple le 20% time chez Google. Je vais partir en anglais. Donc c'est du 20% du temps de travail qui est alloué chez Google à des projets que vous souhaitez. Vous pouvez faire n'importe quel projet de votre souhait. Et donc ça, c'est pour pousser l'innovation à fond, pouvoir faire autre chose. Ça peut être intégré à un projet existant ou non, selon la réussite, selon que ça marche, que c'est utile ou pas. Et voilà, c'est ce genre de culture qui peut aussi être ajoutée facilement. Et la collaboration étendue, c'est donc le travail étroit avec des autres personnes, multidisciplinarité bien sûr aussi, et souvent et pour le coup, ils vont pas être bloqués à leur expertise. S'ils sont experts, je sais pas, sur du dev web, s'ils font du site internet, bah, ça les dérange pas de se lancer de parler avec un expert en base de données, ou un expert en API ou plein d'autres choses. Voilà pour l'innovateur. J'espère que ça vous cale un petit peu, si je vous donner quelques débuts de solutions aussi pour améliorer leur environnement pour que ce soit aussi plus efficace. D'ailleurs, le coût du 20% de Google est assez génial pour ça parce que la grande question, c'est en allouant donc un cinquième de leur travail, de leur temps de travail, combien ils gagnent en efficacité sur les 80% restants. Et sachant que ces 20% ne sont pas perdus, c'est plein de tests, plein de POC qui sont faits pour être réintégrés à terme dans leur projet. Donc c'est malgré tout, finalement, on réduit un petit peu la vitesse. Et encore, c'est pas dit s'ils sont plus motivés, on va tendance à travailler plus vite et plus rapidement pour pouvoir gagner quand même malgré tout. Donc c'est des vrais calculs qu'on pourrait faire. J'ai pas forcément les chiffres, mais ça pourrait m'intéresser si quelqu'un en a. Et donc le pilier, alors c'est pas l'extrême opposé non plus, hein, mais c'est une personne qui va être extrêmement stable. C'est une personne qui va pas être challengée par sa motivation, par sa passion. C'est une personne qui, en cas de crise, aura un rendement de 1, en cas de réussite, etc., aura un rendement de 1, 1,01. Voilà, c'est vraiment le gars sur qui vous pouvez compter. Vous avez un projet qui est un peu long. Il ne vient pas, il n'est pas là pour s'amuser, il est là pour travailler tranquillement. Donc c'est pour ça qu'il est beaucoup aimé dans tout ce qui va être institutionnel, dans les gros projets, dans les projets qui sont souvent lourds en termes d'ambiance, en termes de pression, en termes de tout ce que vous voulez. Ce ne sera pas forcément celui qui va être à mettre sur un projet qui a des deadlines très très courtes, short deadline. C'est par contre des personnes, oui, qui vont pouvoir travailler sur la durée sans aucun problème. Donc, les caractéristiques, la constance. C'est une personne voilà, qui va maintenir ses performances stables et fiables. Il ne sera pas forcément le plus expert, le plus, etc. En tout cas au début, hein, parce qu'il peut le devenir malgré tout. Mais il sera là et typiquement vous pouvez lui demander, tiens, est-ce que tu fais un projet perso de ton côté? Alors, ils font pas toujours des projets perso, ce genre de profil, parce que je sens qu'ils sont moins challengés par la passion. Mais s'il vous dit que ça fait 6 mois, 1 an qu'il est sur son projet et que ça continue et qu'il est toujours à mettre X temps, c'est plutôt ce genre de profil. Dans le cas de l'innovateur, les projets perso, il va en faire un, deux par mois. Et puis il va passer à un autre. S'il a un projet qui a duré 6 mois, c'est que déjà, soit il a eu des très très bonnes réussites qui l'ont maintenu motivé, soit c'est qu'il est plutôt dans les piliers. L'expertise et spécialisation, donc souvent il va chercher à devenir expert sur un sujet donné. Il est beaucoup moins multidisciplinaire. Par contre, va plutôt bien maîtriser son sujet. Il va avoir moins de recul souvent par rapport aux autres, mais par contre, si vous donnez le bon contexte, il va pouvoir vous dire la solution qui est là, elle est géniale. La résilience organisationnelle, alors je crois que j'ai raté l'efficacité des processus. Donc,
il optimise les processus, il va assurer la qualité, la productivité. En fait, ça lui dérange pas de travailler sur le fond, sur la structure même de comment il travaille. Là où le premier est un peu plus chaotique finalement, il va chercher à se dire, ok, on est un peu meilleur si on fait ça, et finalement faire un petit peu ça différemment. Et il va pas forcément itérer à pas être extrêmement créatif dessus, mais avec l'expérience, il va faire toutes les améliorations petit à petit pour arriver à quelque chose. Là où l'innovateur, lui, de ce côté, là, plutôt soit le faire de manière plus créative, faire pour proposer des choses qui sont un peu inattendues et voir si ça passe. Comme il n'a pas de problème à se dire, bah finalement ça marche pas après un mois de test, bah c'est pas grave, on le met. Là, le pilier, lui, s'il le met, c'est qu'il sait que ça marche. Il serait même relativement déçu si ça marchait pas. La résilience organisationnelle donc les entreprises à absorber les perturbations et à maintenir le cap, c'est vraiment la personne sur qui vous pouvez compter quand il y a une crise qui va toucher tous les employés. C'est une personne qui va rester relativement stable. Alors, on peut quand même un peu perdre malgré tout en efficacité malgré tout, mais c'est quand même une personne sur qui la qui oui sur la stabilité de son travail. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Les opportunités de carrière qui vont derrière, bon, c'est vraiment un cheminement qui est très clair pour eux, hein. Souvent, ils vont savoir qu'ils sont à tel niveau d'expertise, ils veulent monter au niveau d'après, peut-être passer manager, architecte, ce que vous voulez, mais finalement, eux, ils ont une vision qui est très claire de ce qu'ils veulent. Et enfin, l'environnement de travail. Donc, ils adorent les environnements qui sont structurés et prévisibles. Alors, grande entreprise principalement, ça veut dire que ça va beaucoup moins matcher avec une startup, ils sont même en souffrance dans une startup, hein, sauf si c'est une startup avec un esprit institutionnel, mais ça, je crois que j'en fais une vidéo à part pour expliquer la différence. Donc, ils veulent surtout avoir un rôle qui est extrêmement clair. Ils veulent avoir un périmètre de travail qui est défini, clair et net. Ça- Ils vont pouvoir travailler ponctuellement sur un petit truc en dehors de leur périmètre, mais c'est vraiment, il faut que 95% du temps, ils soient sur leur périmètre et uniquement sur celui-là. L'innovation à grande échelle, alors ça c'est utile pour des ressources qui sont vraiment abondantes, pour mener des projets de recherche et de développement. C'est dans de la R&D dans des grandes entreprises, ce qu'on veut, c'est pouvoir, une fois que c'est prêt, le déployer très très large. Toute l'entreprise va être impactée directement. Donc c'est les changements de process, hein, finalement. C'est pour récupérer une métrique globale, changer, je sais pas, mais on va être sur des modifications qui vont qui peuvent être majeures d'un seul coup, mais ils vont pas travailler sur les petites features, les petites fonctions, les petits machins, etc. Toutes les fioritures qui seront pas intéressants pour lui parce que c'est pas vraiment un palier, c'est pas un objectif en soi. C'est est-ce que je réponds, est-ce que le projet répond vraiment à un besoin. Oui. Bah, si c'est vrai, il peut travailler pendant 6 mois, 2 ans dessus, sans problème. Alors que dans le cas de l'innovateur, travailler sur un projet long, il serait un peu plus perdu. Donc en termes de motivation, il sera un peu décroissant, il faut qu'il y ait des résultats intermédiaires. Et le dernier, le développement de carrière, il va chercher des opportunités pour se spécialiser, progresser dans l'organisation où vous êtes. Donc si vous avez une organisation qui prévoit d'ouvrir des postes, des pôles de plus en plus spécialisés, typiquement vous êtes une agence de compétences je sais pas, en .NET, et ben si vous voulez, enfin, si vous voulez plus tard, si vous doutez que plus tard vous aurez des clients qui seront spécialisés sur de l'ASP.NET, bon, un sous-élément du .NET, hein, c'est un peu large, bah, vous allez avoir ce genre de cas qui vont être concrets. Ce genre de personnes seront des très bons profils à prendre dès le début et petit à petit ils vont se spécialiser dans toutes les directions pour répondre à vos clients. Alors, peut-être pas toutes les spécialisations, mais en tout cas, vous en allez avoir qui seront motivés pour se spécialiser, pour être vendus potentiellement plus cher, mais sur des éléments beaucoup plus fins. Donc, si vous avez un marché, c'est aussi une bonne idée. Ouf. Alors, on arrive à la fin. Donc, j'ai fait le tour des deux profils. J'espère que c'est plus clair pour vous, un petit peu comment vous pouvez améliorer votre environnement si vous visez un profil ou un autre. Comprendre votre environnement aussi, lequel matchera dans un cas ou dans l'autre.
Et, et puis pour le coup, ça vous donnera, j'imagine, moi, j'espère fortement, plein d'idées de questions à poser en entretien. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez la moindre question, si même si vous avez des idées de questions à donner en entretien pour les différencier. J'en ai quelques-unes. Ça pourrait faire l'office d'une vidéo aussi pour savoir comment passer un entretien, test technique ou pas test technique, etc., etc. Un entretien, deux entretiens, trois entretiens, voire 15. Et puis je vous dis à dans une autre vidéo. Salut!